Les Russes paniquent, parce que la Russie ne contrôle plus son propre espace aérien. Les drones ukrainiens volent profondément dans les villes russes et détruisent tout ce qu'ils veulent. Les Russes en ont assez de cette guerre, et ils se retournent contre le gouvernement. Il y a seulement quelques jours, des drones ukrainiens sont entrés à Moscou et ont fermé les plus grands aéroports de Russie pendant 24 heures. Les passagers qui étaient bloqués à l'aéroport n'étaient pas très contents. Écoutez par vous-même. Aucune information disponible. Impossible d'échanger nos billets. J'ai perdu 3 billets Istanbul-Venise. Maintenant, ils demandent 980 $ de plus par billet. Il devrait y avoir au moins un peu de respect. J'ai une carte hors Aeroflot depuis 23 ans. Pouvez-vous nous donner des informations officielles sur le temps d'attente prévu? Nous attendons debout depuis 12 heures. Les enfants n'ont pas eu d'hôtel, pas d'eau, rien. Vous pouvez monter à l'étage et rien ne fonctionne là-haut. Les guichets d'information nous disent juste de dégager. Il y a quelques jours, l'Ukraine a envoyé plus de 200 drones sur la Russie, ciblant surtout Moscou, la capitale. À cause de cela, plus de 100 vols ont été annulés, et le plus grand aéroport de Russie a été fermé 10 fois en seulement 24 heures. Cela a rappelé à de nombreux Russes ce qui s'est passé le mois dernier lorsque plus de 60 000 passagers sont restés bloqués dans les aéroports à travers le pays à cause d'une frappe de drone ukrainienne. L'objectif des Ukrainiens avec ces frappes de drone est simple. Premièrement, faire ressentir aux Russes les dégâts, leur faire sentir la guerre chez eux. Et deuxièmement, cibler la logistique de la machine de guerre russe. C'est pourquoi ils ciblent les lignes de chemin de fer, les postes militaires et les usines qui soutiennent toute cette guerre russe. Voici la séquence montrant des drones ukrainiens frappant un centre ferroviaire dans la région de Rostov. Maintenant, montrer des séquences comme celle-ci est risqué sur YouTube, parce qu'elles ne sont pas adaptées aux annonceurs, et notre vidéo risque d'être restreinte. C'est pourquoi, si vous pouvez nous aider dans notre mission de faire connaître l'équipe à un maximum de personnes en cliquant sur les boutons. J'aime et s'abonner ci-dessous, cela fait vraiment une différence. Maintenant, l'autre aspect des attaques de drones que beaucoup de gens oublient, moi y compris, c'est que la Russie utilise ses propres roquettes pour abattre ses drones. Mais hélas, les débris doivent bien atterrir quelque part. Nous avons récemment reçu une séquence choquante d'un immeuble d'habitation détruit par une roquette russe qui avait été lancée pour abattre un drone. Regardons-la ensemble. Cette attaque de drone a vraiment été un choc pour les Russes à tous les niveaux. Les citoyens paniquent, les soldats paniquent et bien sûr les passagers qui étaient bloqués à l'aéroport. Nous n'avons pas de chiffres exacts, mais selon les estimations russes, au moins 200 000 personnes étaient bloquées à l'aéroport pendant ces frappes. Cela représente environ un Russe sur 10 qui voyage par avion. C'est quelque chose qui inquiète certainement Poutine. Mais ce qui l'inquiète encore plus, c'est que les frappes ukrainiennes ne cessent d'augmenter et qu'elles vont de plus en plus loin. Avant cette administration, l'Ukraine avait des restrictions sur les types d'armes qu'elle pouvait utiliser et où elle pouvait les déployer.
Il n'était pas autorisé à frapper trop profondément à l'intérieur de la Russie, et il n'était pas autorisé à s'en prendre aux responsables du régime russe. Vous voyez, cela commence à changer depuis que le président Trump s'est rendu compte que la Russie ne cherche pas vraiment la paix. Nous avons reçu des rapports selon lesquels le président Trump demande à l'Ukraine de frapper plus profondément et avec plus de puissance en Russie. Zelensky a répondu que s'ils avaient les armes, ils pourraient faire tout ce qui était nécessaire. La Maison-Blanche a nié ces rapports, mais au final, c'est Poutine qui compte, et il est actuellement paranoïaque. Et il sait maintenant qu'il n'y a personne du côté américain qui essaie de garder l'Ukraine sous contrôle. Cela implique que l'Ukraine frappera le Kremlin si elle en a la capacité. Si l'Ukraine en a les moyens, elle frappera à l'intérieur de la Russie et s'en prendra aux responsables russes. Ils ont beaucoup plus de liberté d'action maintenant qu'ils n'en ont jamais eu depuis le début de cette guerre. Et c'est quelque chose que Poutine ne peut pas se permettre. Cependant, Poutine n'a personne d'autre à blâmer que lui-même pour la situation dans laquelle il se trouve. Trump a été dur avec l'Iran, qui est extrêmement dangereux, mais ils sont affaiblis. Il ne s'arrêtera que si on l'arrête. Et Poutine, ton tour arrive. Tu sais, Donald Trump est le Scotty Scheffler de la politique américaine et de la diplomatie étrangère, et il est sur le point de te donner une sacrée raclée. Ce qui va se passer ici, c'est que Trump va imposer des tarifs douaniers aux personnes qui achètent du pétrole russe. La Chine, l'Inde et le Brésil, ces trois pays, achètent environ 80% du pétrole russe bon marché. Cela permet à la machine de guerre de Poutine de perdurer. Donc le président Trump va imposer une taxe de 100% sur tous ces pays pour les punir d'aider Poutine. Poutine peut survivre aux sanctions, indifférent au sort des soldats russes. Mais la Chine, l'Inde et le Brésil, ils vont bientôt devoir choisir entre l'économie américaine ou aider Poutine. Mais il faut se souvenir que la Russie a toujours un délai de 50 jours qui, de son point de vue, n'est pas une échéance, mais plutôt une permission d'intensifier les actions. Les Russes prévoient de gagner un maximum de terrain dans les 50 prochains jours avant l'entrée en vigueur des sanctions secondaires. Et en plus de cela, ils veulent infliger autant de dégâts que possible aux citoyens ukrainiens et aux infrastructures critiques ukrainiennes, parce que Poutine croit vraiment qu'il peut bombarder les citoyens ukrainiens jusqu'à leur reddition. L'état d'esprit russe est clairement visible en regardant simplement la télévision d'État du pays. La télévision d'État reçoit ses éléments de langage directement du Kremlin, c'est pourquoi nous l'appelons la télévision du Kremlin. Regardons cet extrait. Pendant ces 50 jours, que pouvons-nous faire pour persuader l'Ukraine de conclure un accord de paix selon des conditions qui répondent aux buts, principes et objectifs de l'opération militaire spéciale? Nous pouvons lancer des frappes massives contre les infrastructures critiques de l'Ukraine. Je rappelle que cela concerne surtout les installations de production d'électricité. Par exemple, tout avion de chasse russe de première ligne utilisant des missiles de croisière de nouvelle génération, les Kh-69 furtifs, est capable de frapper et de détruire avec précision n'importe quelle centrale thermique, raffinerie de pétrole ou dépôt de carburant lors d'une première frappe, sans attirer l'attention des services de renseignement ennemis. L'affaiblissement du potentiel du système de stabilité arrière des forces armées ukrainiennes obligera l'Ukraine à accepter les conditions de la Russie. Il est nécessaire de maximiser l'intensité des frappes russes, qui sont actuellement globales et de grande envergure. Mais en général, je souligne encore une fois que pour atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale, les installations de production d'électricité ukrainienne, les raffineries de pétrole et les dépôts de carburant, dans une situation de véritables opérations de combat, sont des cibles militaires légitimes à détruire. Il n'y a aucune restriction pour les frapper et il ne peut pas y en avoir. À cet égard, je répète encore une fois qu'en me basant sur l'expérience de l'utilisation au combat des forces de l'OTAN lors de l'opération contre la Yougoslavie en 1999 et en élargissant cette approche. Nous interrompons pour la pub. Nous réussirons. En fait, la Russie devient tellement désespérée qu'elle utilise maintenant du napalm dans ses drones Shahid, et les attaques deviennent de plus en plus brutales. Voici le rapport. Les occupants améliorent déjà des drones mortels. Les équipants maintenant d'ogives remplis d'un liquide incendiaire semblable au napalm. Cela a été révélé par l'expert en guerre électronique Flash lors d'une interview avec Radio Liberté. Nous avons récemment trouvé un liquide dans l'ogive Saad qui ressemble au napalm. Il se répand et brûle même sur le sable. C'est une terreur ciblée. Quand une ville est touchée par une telle ogive qui met le feu à tout autour et qu'on ne peut pas l'éteindre, eh bien, nous ne vivons pas dans les jungles du Vietnam. Ce sont des villes d'1 million d'habitants, et ils utilisent cela contre des civils. C'est une chose quand un explosif puissant frappe une usine.
C'en est une autre quand des immeubles résidentiels de 5 étages sont aspergés de liquide enflammé et que tout le quartier s'embrase. Nous savons bien qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les Russes respectent les règles de la guerre. La Russie transforme les drones en outils d'incendie, mettant méthodiquement les villes à feu. Comme vous venez de l'entendre, c'est illégal. Selon le protocole 3 de la Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques, dont la Russie fait bien sûr partie, il est interdit d'utiliser des armes incendiaires contre des populations civiles, et il est interdit d'attaquer des cibles militaires situées au sein de populations civiles. La Russie l'a signé, mais cela ne veut pas dire qu'elle le respecte, car au final, les Russes ne considèrent pas les Ukrainiens comme des êtres humains. En fait, je ne pense même pas que Poutine considère les Russes comme des êtres humains. Mais ce n'est pas le sujet. Mais bref, l'une des recherches les plus folles que j'ai faites ces derniers jours, c'est de voir comment les citoyens américains se font berner par la propagande russe. Pourquoi y a-t-il des gens qui quittent les États-Unis, le plus grand pays du monde, pour aller vivre en Russie, parce qu'ils pensent que c'est un endroit meilleur? Nous avons déjà parlé de la famille Huffman, une famille de youtubeurs qui vient de s'installer en Russie, et qui s'est ensuite retrouvée envoyée en première ligne comme chair à canon. Mais avant d'entrer dans de nouveaux détails sur cette histoire, je veux rapidement parler de l'histoire de Francine Villa, qui a fui les États-Unis parce qu'elle pense que les États-Unis sont un pays raciste. Pour échapper au racisme, elle a déménagé en Russie, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Voici un extrait. Dans une vidéo bouleversante, Francine affirme qu'elle et son bébé ont été brutalement attaqués par des voisins racistes à Moscou. Elle a détaillé l'agression présumée sur Instagram. Le fait que l'agression se soit produite dans son pays d'origine rend le coup encore plus dur. Villa avait déjà parlé de son déménagement dans le documentaire de 2020 « Retour en Union des républiques socialistes soviétiques » qui a été diffusé sur la chaîne de médias d'État russe RTE. Selon Villa, son arrière-grand-père George Tynes, venant de Virginie, a travaillé comme agronome après s'être installé en Union soviétique dans les années 1930. Aujourd'hui, la plupart de sa famille vit toujours là-bas, mais elle a déménagé très jeune aux États-Unis avec sa mère. C'est là qu'elle a passé la majeure partie de sa vie, jusqu'à ce qu'elle vive ce qu'elle a décrit comme une expérience traumatisante avec la police. Dans le documentaire, elle raconte avoir demandé l'aide de la police lors d'une urgence, mais ils l'ont plutôt plaquée au sol. En 2019, elle a décidé qu'il était temps de partir. Voici son explication. Citation. « Pourquoi ai-je décidé de partir en Russie ? Je voulais quitter un pays où je faisais face à de la discrimination. Après 1 an à vivre à Moscou, elle a déclaré à Russia Today citation « Je me sens libre de vivre en Russie parce qu'en Russie, peu importe l'heure, je peux sortir et je suis en sécurité. » 5 ans après, c'était une illusion. Après l'agression présumée, Villa s'est rendue sur Instagram, le visage encore ensanglanté, affirmant qu'un couple de son immeuble l'avait frappée à coups de poing alors qu'elle était avec son enfant de 2 ans et lui avait crié des insultes racistes en russe. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai partagé cet extrait, c'est parce que le New York Post en a parlé, et que la couverture du New York Post a obtenu 20 millions de vues sur Twitter. Cela signifie que les Russes détestent vraiment que le monde découvre la véritable nature de la société russe. Maintenant, c'est là où je veux faire attention, parce que j'ai l'impression de commettre cette erreur, et je vois d'autres personnes faire la même chose. Bien sûr, nous voulons critiquer le régime russe, mais nous ne voulons pas diaboliser le peuple russe. Je suis sûr qu'il y a quelques brebis galeuses, mais on voit aussi des gens qui s'opposent à cette guerre et qui se retrouvent en prison. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles on ne voit pas beaucoup de gens s'exprimer en Russie contre la guerre, même s'ils ne sont pas d'accord avec elle. En fin de compte, la société russe est différente de la société occidentale, notamment celle des États-Unis. En Russie, les gens n'ont pas vraiment la liberté d'expression, même si cela fait partie de la Constitution, qui a été rédigée après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'Américains qui se laissent avoir par la propagande russe, qui présentent la Russie comme un endroit formidable, alors qu'en réalité ce n'est vraiment pas le cas. Et ils déménagent en Russie et apprennent à leurs dépens qu'ils ont fait une erreur. Mais je ne pense pas que le peuple russe en soit responsable, c'est plutôt son gouvernement. La deuxième histoire que nous avons concerne quelqu'un d'ici, du Texas, qui a quitté sa vie et a emmené sa famille en Russie. Après son engagement dans l'armée, il a été directement envoyé au front. Ce qui est encore plus surprenant dans toute cette histoire, c'est que lorsqu'il s'est engagé dans l'armée, on lui avait promis qu'il ne serait pas envoyé sur la ligne de front, mais il y a finalement été envoyé. Comme l'a confirmé sa propre femme dans une vidéo qu'elle a depuis supprimée de YouTube. Vous pouvez imaginer ce qui l'a poussé à supprimer cette vidéo.
Je suppose que des agents du service fédéral de sécurité lui ont rendu visite. Mais voici le clip désormais supprimé qui partage beaucoup de détails que nous avons déjà abordés sur cette chaîne. Par exemple, les soldats russes ne reçoivent pratiquement aucune formation, on leur ment. On les attire dans l'armée avec de fausses primes qu'ils ne reçoivent jamais réellement. Regardons donc ce clip. Mais il semble qu'il ait encore une semaine de formation et qu'il se rapproche du front. Et ensuite, ils vont l'envoyer sur la ligne de front. Alors, nous prions tous très fort pour qu'il puisse vraiment être utilisé pour ses compétences et pas seulement être envoyé comme combattant. Il s'est engagé à Nijni pour toucher moins d'argent parce qu'on lui a dit qu'ils auraient plus de contrôle. Au début, ils essayaient de demander qu'il puisse être plutôt comme un journaliste, mais dans l'armée, et qu'il puisse simplement rapporter ce qui se passe. Et simplement pouvoir raconter au monde ce qui se passe de son point de vue et ce qu'il voit. Et ça a été refusé. Donc, après avoir attendu tout ça, ils ont ensuite dit qu'ils pourraient le mettre dans un bataillon de réparation grâce à ses plus de 10 ans d'expérience en soudure et à ses compétences dans ce domaine. Donc, il pourrait vraiment faire ça et il aurait la possibilité d'être dans un environnement plus sûr. Mais il ne semble pas que ce soit le cas. Et l'unité des étrangers est toujours enseignée en russe. Et il ne comprend pas très bien le russe. Donc, il a un peu de mal avec ça et il ne reçoit pratiquement aucune formation parce que malheureusement, quand on t'enseigne dans une langue différente, tu ne comprends pas la langue. Comment peux-tu vraiment apprendre? Tu n'apprends pas. Donc, malheureusement, il a l'impression d'être jeté dans la gueule du loup en ce moment. Donc après avoir entendu une histoire comme celle-ci, j'ai commencé à chercher un peu plus pourquoi les Américains tombent dans ce genre de propagande. Et à ma grande surprise, il y a en fait beaucoup de Texans ici dans cet état qui croient profondément à la propagande russe. Et en plus de cela, nous avons eu pas mal de Texans qui ont quitté cet état pour s'installer en Russie. Honnêtement, cela n'avait aucun sens pour moi, car l'argument des valeurs traditionnelles ne tient pas après une minute de recherche. Lors de la fondation de ce pays, le premier amendement de la Déclaration des droits était la liberté d'expression, ce qui n'existe pas en Russie. Donc, si tu recherches vraiment des valeurs traditionnelles, tu le saurais immédiatement. Mais heureusement, j'ai trouvé cet article de Nathalie Eknova. Je vous recommande vivement de lire tout l'article qui explique pourquoi la famille Hoffman a déménagé. Mais j'ai trouvé cette partie intéressante. Apparemment, il y a un homme d'affaires et un Américain qui vit en Russie, qui est maintenant citoyen russe, donc un ancien Américain, qui profite énormément en convainquant des Américains de s'installer en Russie. Vous voyez ? La Russie a ce projet appelé Village américain, et c'est un projet qui vise à aider les Russes à se réinstaller en Russie. Et cela a été très rentable pour les personnes impliquées pour deux raisons. Tout d'abord, le rouble russe est faible, donc cela aide que les Américains apportent les dollars dont la Russie a besoin pour commercer et ce genre de choses. De plus, le dollar se convertit en bien plus de devises locales. Donc, ceux qui vendent des maisons ou autre chose aux Américains en profitent beaucoup plus. Je ne saisis toujours pas entièrement la rentabilité, notamment le montant de ces gains. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'essayer de convaincre des Américains de déménager ? Mais au final, ça semble quand même beaucoup plus rentable que de cibler n'importe quel autre pays. Parce que d'après cet article, la famille Hoffman a vendu sa maison pour environ 150 000 $ seulement l'année dernière. On ne connaît pas le montant exact emporté à Kiev, ils ont peut-être obtenu un prêt bancaire, donc les 150 000 $ n'ont pas forcément été gardés. Mais supposons simplement qu'ils aient pu garder tout l'argent, ce dont je doute fortement. Mais s'ils ont pu le garder, quand ils ont déménagé en Russie, ils n'avaient plus d'argent. Et c'est pourquoi le mari a dû s'engager dans l'armée, pour gagner un revenu. Cela veut dire que quelqu'un a récupéré ces 150 000 $. Et je suppose que ceux qui les ont persuadés de partir en Russie en ont tiré profit. 150 000 $, c'est une somme considérable, même ici. Mais en Russie, c'est probablement une autre sorte d'argent, vu l'effondrement continu du rouble. Cela veut dire que les dollars vous permettent d'acheter de plus en plus de roubles chaque jour. Et cela signifie qu'ils ont un très fort intérêt
à diffuser de la propagande ici aux États-Unis et à convaincre de plus en plus de gens de déménager en Russie, même s'ils doivent mentir aux Américains pour les convaincre de déménager.